Avant de parler des conflits de mémoire, il faut comprendre une chose simple. La France n'a pas une mémoire unique. Elle a des mémoires. Et ces mémoires ne naissent pas toutes au même endroit. Certaines viennent des champs de bataille européens. D'autres viennent des camps, des rafles, des années de peur et de collaboration. Et d'autres viennent d'un autre théâtre, longtemps tenu à distance dans le récit national. L'Empire. Pendant plus d'un siècle, la France a administré, conquis, exploité, civilisé, selon ses propres mots. L'école a raconté cette histoire comme une expansion, une mission, parfois une fierté. Mais pour ceux qui l'ont subie, elle a souvent été un arrachement, une hiérarchie, une violence quotidienne, et une humiliation politique. Deux expériences. Deux mémoires. Et un même pays au centre. Puis vient le moment décisif. Les décolonisations. Elles ne sont pas seulement des événements lointains. Elles deviennent des ruptures intimes. Des familles arrivent en France avec des souvenirs, des pertes, et des noms de lieux qui ne figurent pas dans les manuels. D'autres familles restent avec une nostalgie, un sentiment d'abandon, ou une certitude d'avoir tout perdu. Et beaucoup, des deux côtés, apprennent à se taire. Ce silence a eu une utilité politique. Après 1945, puis après les guerres de décolonisation, la France a besoin de se reconstruire. Elle veut avancer. Elle veut rassembler. Alors elle hiérarchise ce dont on parle, et ce qu'on repousse derrière. La mémoire devient une question de priorité nationale. Et la priorité, souvent, c'est l'unité, pas la complexité. Mais la société change. La France devient plus diverse, plus urbaine, plus connectée, plus consciente des fractures. Les enfants et petits-enfants de l'immigration postcoloniale grandissent en France, français sur le papier, parfois étrangers dans le regard des autres. Ils héritent de récits familiaux que l'espace public ne reconnaît pas. Et ils découvrent que le passé n'est pas seulement un souvenir. C'est une place dans la société. C'est là que le conflit commence vraiment. Parce que la mémoire n'est pas qu'une émotion. C'est une bataille pour la reconnaissance. Une bataille pour le langage. Une bataille pour les mots qui définissent. Colonisation, guerre, maintien de l'ordre, terrorisme, répression, intégration, séparation, laïcité. Chaque mot porte une charge. Chaque mot raconte un camp. Et dans ce contexte, un phénomène s'accélère. Le passé sort du cercle familial. Il devient une affaire publique. Il devient une affaire scolaire. Il devient une affaire médiatique. Et parfois, il devient une affaire judiciaire. Car en France, on ne se contente pas de commémorer. On légifère sur la mémoire. On crée des textes pour reconnaître, condamner, protéger, réparer symboliquement. Et à chaque fois, la même tension se réveille. À partir de quel moment la mémoire, nécessaire pour la justice, commence à menacer la liberté de recherche? À partir de quel moment l'État arbitre, au lieu d'éclairer? Voilà le décor. Une république construite sur l'universel. Une société travaillée par des histoires multiples. Et un passé colonial qui ne reste pas au passé, parce qu'il a laissé des traces dans le présent. Dans les quartiers. Dans les trajectoires sociales. Dans la police et les institutions. Dans les discriminations ressenties, mesurées, niées ou minimisées selon qui parle. Dans cette vidéo, on va suivre une ligne précise. D'abord, pourquoi la mémoire coloniale et post-coloniale devient le cœur du débat. Ensuite, comment les lois mémorielles transforment une question historique en crise politique. Enfin, ce que ces conflits de mémoire produisent concrètement dans la société française, et pourquoi la sortie par le haut est si difficile. Le conflit mémoriel en France n'explose pas parce que les Français aiment se disputer sur l'histoire. Il explose parce que la mémoire touche trois nerfs à la fois. L'identité nationale, la hiérarchie sociale et la légitimité de l'État. Première cause profonde, la mémoire est une frontière invisible. Elle dit qui appartient pleinement au nous. Et qui reste un vœu, même s'il est né ici, même s'il parle comme tout le monde, même s'il a la même carte d'identité. Quand une société ne partage pas le même récit sur son passé, elle ne partage pas la même définition de ce qu'elle est. Et en France, ce récit officiel a longtemps été un récit de grandeur et de cohérence. Révolution, république, progrès, universalisme. Une ligne qui va vers l'avant. Mais l'histoire coloniale, elle, casse cette ligne.
Elle oblige à regarder la République dans une zone grise. Car on ne peut pas dire l'égalité sans voir les inégalités structurelles d'un empire. On ne peut pas dire liberté sans voir les contraintes, les statuts, les violences, les répressions. Et on ne peut pas dire fraternité sans entendre les humiliations vécues, racontées, transmises. Deuxième cause profonde, la colonisation et ses suites ne sont pas qu'un souvenir. Elles ont créé des trajectoires. Des migrations, des quartiers, des positions dans le marché du travail, des perceptions policières, des stigmates. Autrement dit, le passé a produit des structures. Et quand on discute de mémoire, on discute en réalité d'un présent très concret. Accès à l'emploi. Discrimination. Rapport à l'école. Rapport à la police. Sentiment d'être respecté ou soupçonné. La mémoire devient une lecture du réel. Et si deux groupes vivent deux réalités différentes, ils développent deux passés qui expliquent leur présent. Troisième cause profonde, la France a longtemps géré ses passés par une stratégie de silence et de simplification. Après la Seconde Guerre mondiale, il fallait reconstruire, rassembler, avancer. Après les guerres de décolonisation, surtout celle d'Algérie, il fallait éviter la fracture permanente. Alors on a mis des mots neutres là où il y avait des mots dangereux. On a parlé des événements. On a parlé de maintien de l'ordre. On a laissé les familles porter seules leurs souvenirs. Cette politique du non-dit n'a pas supprimé les blessures. Elle les a seulement déplacées. Dans l'intime. Dans la honte. Dans la colère. Et une colère qui n'a pas de récit public finit par chercher un débouché. Quatrième cause profonde, le choc des générations. La génération qui a vécu l'empire ou la décolonisation a souvent appris à se taire pour survivre. La génération suivante, elle, n'a pas vécu l'événement, mais elle vit la trace. Et elle pose une question simple, presque brutale. Pourquoi notre histoire n'a pas la même place que les autres dans le récit national? Pourquoi on nous demande d'oublier ce qui explique encore nos vies? Pourquoi l'universel ressemble parfois à une injonction à effacer nos origines, nos blessures, nos morts? Cinquième cause profonde, le rôle de l'État dans la définition du vrai. En France, l'État est central. Il organise l'école, les commémorations, les archives, les symboles. Et quand la mémoire devient une crise, on se tourne vers lui pour arbitrer. Reconnaît. Condamne. Répare. Mais dès que l'État arbitre, il produit une réaction inverse. Pourquoi l'État déciderait-il de ce qu'on a le droit de dire sur le passé? Pourquoi le politique fixerait-il des limites à la recherche, au débat, à l'interprétation? C'est ici que les lois mémorielles deviennent un terrain explosif. Elles naissent souvent d'une intention morale, parfois nécessaire. Mais elles peuvent être perçues comme une arme. Une arme symbolique. Et dans une société fragmentée, chaque arme symbolique est lue comme une attaque. Sixième cause profonde, la concurrence des souffrances. C'est l'un des mécanismes les plus destructeurs. Quand un groupe voit enfin sa douleur reconnue, un autre groupe peut se sentir effacé. Quand on nomme un crime, d'autres réclament que leur crime soit nommé aussi. Quand on commémore ici, on se demande pourquoi on ne commémore pas là. Et très vite, au lieu de construire une mémoire partagée, on fabrique un marché de la reconnaissance. Qui a souffert le plus? Qui a été oublié le plus? Qui mérite une place plus grande? Et ce mécanisme enferme tout le monde. Parce qu'il transforme l'histoire en compétition morale. Enfin, une cause plus silencieuse, mais décisive. Le présent a besoin du passé pour se justifier. Les camps politiques se servent des mémoires comme d'une preuve. Certains brandissent la mémoire pour défendre un ordre et une identité. D'autres brandissent la mémoire pour dénoncer une injustice et réclamer une réparation. Et au milieu, la société regarde et se divise. Non pas seulement sur le passé, mais sur la vision du futur. Quel nous veut-on construire? Et à quel prix? Voilà pourquoi ces conflits sont si durs à apaiser. Parce qu'ils ne parlent pas seulement de ce qui s'est passé. Ils parlent de ce qui compte. De ce qui est reconnu. De ce qui est respectable. Et de qui peut parler au nom de la France. Les causes profondes expliquent la tension. Mais pour qu'un conflit de mémoire devienne une crise visible, il faut des étincelles. Des moments où le passé se transforme en actualité. Et en France, ces étincelles reviennent sous trois formes. Un symbole. Une parole.
Une loi. Première étincelle, le symbole qui tombe, ou qui refuse de tomber. Une statue contestée. Un nom de rue remis en cause. Une plaque, une cérémonie, un musée, un lieu qui raconte une histoire en oubliant une autre. Pour certains, c'est du patrimoine. Pour d'autres, c'est une célébration de l'injustice. Et dès qu'un symbole est contesté, le débat se déplace. On ne parle plus du passé comme d'un objet d'étude. On parle de dignité, de respect, de honte, de fierté. On parle de ce qui doit rester au centre, et de ce qui doit disparaître. Deuxième étincelle, la parole qui fracture. Une phrase prononcée par un responsable politique. Un mot de trop à la télévision. Une formule qui minimise. Ou une formule qui accuse. Et soudain, des millions de personnes ne réagissent pas à une analyse. Elles réagissent à un signal. Qui compte? Qui est cru? Qui est suspect? Qui est protégé? Dans une société déjà nerveuse, la parole publique devient un accélérateur. Elle peut apaiser en reconnaissant avec précision. Elle peut enflammer en simplifiant, en généralisant, en opposant eux et nous. Troisième étincelle, la loi qui fixe une mémoire. En France, c'est un point unique, presque culturel. Quand le conflit devient trop brûlant, on veut le résoudre par le texte. Reconnaître un crime. Condamner un négationnisme. Nommer une responsabilité. Dire officiellement ce que la nation doit admettre. Et à première vue, cela ressemble à un progrès. Un geste de justice symbolique. Un pas vers la réparation. Mais en même temps, cela ouvre un autre front. Parce qu'une loi, ce n'est pas seulement une déclaration morale. C'est une frontière juridique. Et une frontière juridique sur l'histoire déclenche une question dangereuse. Qui a le pouvoir de dire le vrai? Les historiens ou les élus? Il y a aussi une étincelle plus diffuse, plus moderne. Les réseaux sociaux. Ils changent la mémoire en spectacle permanent. Un extrait d'archive devient viral. Une image sort de son contexte et devient un verdict. Un témoignage devient un tribunal. Et l'algorithme adore ce qui divise. Il récompense la colère. Il simplifie les camps. Il transforme un travail historique, lent et nuancé, en affrontement instantané. Enfin, il y a l'étincelle la plus intime. L'école. Parce que l'école est l'endroit où la nation fabrique son récit. Et quand un élève n'y reconnaît pas son histoire familiale, il ne discute pas seulement un programme. Il discute sa place. Et quand un professeur se retrouve au milieu de pressions contradictoires, il ne transmet plus seulement des connaissances. Il devient le gardien d'une frontière. Entre la mémoire et l'histoire. Entre l'émotion et la preuve. Entre l'universel et les vécus particuliers. Ces étincelles ne créent pas le conflit. Elles révèlent ce qui était déjà là. Elles mettent à nu une vérité inconfortable. La France n'a pas seulement un problème de mémoire. Elle a un problème de cohabitation des mémoires. Et quand elles se rencontrent sans règles communes, elles se heurtent. Maintenant, il faut regarder ce que produit ce choc, étape par étape. Comment ces conflits se structurent? Comment ils se durcissent? Et pourquoi chaque tentative de clore le débat a souvent l'effet inverse? Le conflit de mémoire, en France, ne suit pas une ligne droite. Il avance par vagues. Une vague d'émotions. Une vague de réaction. Une vague de durcissement. Puis un moment de fatigue. Et ensuite, une nouvelle étincelle relance tout. Au début, il y a presque toujours une demande de reconnaissance. Un groupe, une association, une famille de victimes, des descendants, des militants, parfois des élus locaux. Ils disent simplement, ou crient. Regardez ce qui a été fait. Nommez-le. Ne l'effacez plus. Donnez-lui une place dans le récit collectif. Cette demande peut être portée par des archives, par des témoignages, par une mémoire transmise dans le silence. Et souvent, elle arrive avec une sensation d'urgence. Parce que ceux qui ont vécu disparaissent. Et avec eux, disparaît la possibilité de réparer symboliquement, ici et maintenant. Puis vient la deuxième phase. La défense. Elle est parfois sincère, parfois stratégique, parfois mélangée. On dit. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas comparable. Ce n'est pas la même époque.
Et surtout, on dit une phrase qui revient comme un réflexe national. Ne divisons pas la République. Comme si reconnaître une violence passée était automatiquement une menace pour l'unité. Comme si l'unité était un silence partagé, plutôt qu'une vérité acceptée. La troisième phase est la bataille des mots. C'est le cœur du mécanisme. Parce que la mémoire se gagne souvent sur un vocabulaire. Est-ce une guerre, ou des événements? Est-ce une répression, ou un maintien de l'ordre? Est-ce un crime, ou un drame? Est-ce une responsabilité de l'État, ou des dérives individuelles? Chaque camp sait que le mot n'est pas neutre. Le mot fixe la morale. Et la morale fixe la position politique. Ensuite, la quatrième phase. La politisation. Le débat quitte l'histoire et devient un marqueur d'identité politique. Ceux qui demandent reconnaissance sont accusés de vouloir humilier la France. Ceux qui demandent prudence sont accusés de vouloir blanchir le passé. Et très vite, le public ne discute plus des faits. Il discute des intentions supposées. Tu veux détruire. Tu veux nier. Tu veux imposer. Tu veux censurer. Et quand on discute des intentions, on ne cherche plus la vérité. On cherche la victoire. Cinquième phase, l'entrée des institutions. La mairie. Le ministère. Le Parlement. Les tribunaux parfois. Les commissions. Les cérémonies. Les rapports. Les discours. La République réagit avec ce qu'elle sait faire. Des procédures. Des textes. Des gestes symboliques. Une plaque. Un jour de commémoration. Une reconnaissance officielle. Et parfois, une loi. Mais cette réponse institutionnelle a un prix. Elle transforme une question complexe en décision binaire. Pour ou contre. Reconnu ou non reconnu. Autorisé ou interdit. Et le binaire, dans une société fragmentée, crée de nouveaux vaincus. Sixième phase, la contre-mémoire. C'est ici que le conflit se durcit vraiment. Quand une mémoire gagne de la place, une autre se sent menacée. Alors elle se réorganise. Elle produit ses associations, ses récits, ses héros, ses martyrs, ses dates, ses drapeaux, ses livres, ses chaînes YouTube, ses tribunaux symboliques. Et le conflit devient un face-à-face de communautés narratives. Chacun pense défendre la vérité. Mais chacun défend aussi son identité. Et là, un phénomène apparaît. La mémoire devient une monnaie politique. Certains l'utilisent pour exiger justice, reconnaissance, égalité. D'autres l'utilisent pour exiger ordre, cohésion, frontières, autorité. Et au milieu, l'État cherche un équilibre impossible. Car s'il reconnaît, il est accusé de repentance. S'il refuse, il est accusé de déni. Et s'il légifère, il est accusé de censurer. À ce stade, la société entre dans une fatigue dangereuse. Les citoyens n'entendent plus la nuance. Ils n'entendent plus que le conflit. Ils développent une lassitude. Encore un débat. Encore une polémique. Encore une crise. Et cette lassitude ouvre la porte à deux issues. Le cynisme ou le radicalisme. La septième phase est celle des effets concrets. Et c'est là que le passé devient du présent. La méfiance augmente. Le soupçon aussi. Les institutions sont perçues différemment selon les groupes. Certains voient l'école comme un sanctuaire de la République. D'autres la voient comme une machine à invisibiliser. Certains voient la police comme une protection. D'autres la voient comme une pression permanente. Et quand la perception des institutions diverge, la cohésion nationale n'est plus un sentiment. Elle devient un problème de gouvernance. Enfin, la dernière phase. La tentative de clôture. On annonce une fin du débat. On dit qu'il faut tourner la page. Mais une mémoire qui n'a pas été intégrée ne se ferme pas. Elle se transmet. Elle s'accumule. Elle se transforme. Et elle revient, souvent plus dure, parce qu'elle a été ignorée plus longtemps. Ce déroulement explique pourquoi le conflit mémoriel est si persistant. Il est alimenté par la quête de reconnaissance, par la peur de la division, par la bataille des mots, par la centralité de l'État.
et par un présent social qui rend le passé immédiatement politique. Il reste maintenant à poser la question la plus difficile. Qu'est-ce que tout cela produit, en termes de conséquences? Et qu'est-ce que cela ne résout pas, malgré les discours et les lois? Les conflits de mémoire en France ne laissent pas seulement des débats. Ils laissent des traces. Dans la politique, dans l'école, dans les institutions, et dans la manière dont les citoyens se regardent. Première conséquence, la fracture du récit national. Pendant longtemps, la France a tenu grâce à un récit simple. Une nation qui progresse vers plus de liberté, plus d'égalité, plus de justice. Ce récit n'était pas entièrement faux. Mais il était incomplet. Et quand des mémoires postcoloniales, des mémoires de guerre, des mémoires de répression réclament une place, le récit se fissure. Certains y voient un enrichissement. D'autres y voient une attaque. Et la nation se retrouve prise entre deux peurs. La peur d'être injuste en oubliant. Et la peur de se dissoudre en se fragmentant. Deuxième conséquence, la polarisation politique. La mémoire devient un langage de camp. On ne parle plus du passé pour comprendre. On parle du passé pour signaler. Qui tu es. Où tu te places. Avec qui tu te bats. Et dans ce jeu, la nuance est punie. Parce que la nuance ressemble à une faiblesse. Ou à une trahison. Ainsi, la mémoire cesse d'être un pont. Elle devient une frontière. Troisième conséquence, le durcissement identitaire. Quand une société ne partage pas le même passé, elle fabrique des identités plus rigides. On se définit par la blessure, par la fierté, par la colère, par la défense. Et ces identités, une fois durcies, deviennent très difficiles à détendre. Parce qu'abandonner une mémoire, même partielle, ressemble à abandonner une partie de soi. Quatrième conséquence, la méfiance envers les institutions. C'est un point central. Si l'école transmet un récit que certains jugent incomplet ou biaisé, la confiance baisse. Si l'État reconnaît une mémoire et en ignore une autre, il est accusé d'arbitraire. Si la justice intervient sur des questions historiques, elle est accusée de faire de la politique. Et quand l'institution devient contestée, le conflit change de nature. Il ne porte plus seulement sur le passé. Il porte sur la légitimité du présent. Cinquième conséquence, l'exportation du conflit dans le quotidien. Le débat se transforme en tension concrète. Dans les discussions familiales. Dans les salles de classe. Dans les entreprises. Dans les médias. Dans les réseaux sociaux. Des mots deviennent des tests. Des positions deviennent des étiquettes. Et la société s'habitue à vivre avec un niveau de suspicion plus élevé. Sixième conséquence, le piège de la concurrence des douleurs. C'est la mécanique la plus toxique. Parce qu'elle détruit la possibilité d'une mémoire commune. Elle oblige chacun à prouver sa souffrance au lieu de la partager. Elle pousse à la comparaison morale. Et la comparaison morale finit par déshumaniser. Car pour gagner, il faut parfois diminuer la douleur de l'autre. Ou mettre en doute sa légitimité. Mais il y a aussi une conséquence paradoxale. Ces conflits ont parfois produit une avancée. Des archives ont été ouvertes. Des événements ont été nommés. Des victimes ont été reconnues. Des historiens ont travaillé, des œuvres ont circulé, des musées ont été repensés. Autrement dit, la mémoire, même conflictuelle, a parfois forcé la société à regarder. Et regarder est parfois la condition minimale pour réparer. Maintenant, voici la limite. La reconnaissance symbolique ne suffit pas à elle seule. Parce que si le présent continue de produire des inégalités et des humiliations, le passé reste une preuve vivante. Une reconnaissance sans changement réel ressemble à une mise en scène. Et une mise en scène aggrave parfois la colère. Deuxième limite, l'État ne peut pas fabriquer une mémoire partagée par décret. Il peut reconnaître. Il peut commémorer. Il peut ouvrir des archives. Il peut enseigner. Mais il ne peut pas imposer l'adhésion intime. Une mémoire commune ne naît pas seulement d'une décision. Elle naît d'un travail social, lent, parfois douloureux, où les récits se rencontrent et acceptent de se laisser transformer. Troisième limite, la tentation de la loi. Quand la mémoire devient juridique, elle peut protéger contre le mensonge. Mais elle peut aussi produire une crispation.
Car la vérité historique n'est pas un slogan. Elle avance par preuve, par débat, par contradiction, par révision. Et si la loi devient un outil pour fixer une interprétation, elle peut étouffer la recherche au lieu de la protéger. Enfin, la limite la plus humaine. Il y a des mémoires qui ne veulent pas cohabiter. Parce qu'elles se construisent contre l'autre. Parce qu'elles se nourrissent de l'idée que l'autre ment, manipule, ou vole la place. Et tant que cette logique domine, la société reste dans un cycle. Étincelle. Conflit. Fatigue. Et nouvelle étincelle. C'est à ce point qu'on doit poser la dernière question. Que peut faire une société qui veut rester unie, sans mentir sur ce qu'elle a été? Comment construire un nous qui n'efface pas, mais qui ne se déchire pas non plus? C'est ce bilan, et cette sortie possible, qu'on va tenter maintenant. Si on résume, les conflits de mémoire en France ne sont pas une crise passagère. Ils sont une condition durable de la société contemporaine. Parce que la France porte plusieurs passés, et que ces passés se rencontrent dans un même espace politique. La question n'est donc pas comment faire taire la mémoire, mais comment l'empêcher de devenir une guerre civile symbolique permanente. La première leçon est simple. Il n'y a pas d'unité solide construite sur l'amnésie. On peut gagner du silence. On ne gagne pas la paix. Car le silence n'efface pas les blessures, il les déplace. Et ce qui est déplacé finit toujours par revenir, souvent plus fort, parce qu'il a été ignoré plus longtemps. La deuxième leçon est plus difficile. La reconnaissance n'est pas une humiliation. Elle est une maturité. Reconnaître une violence passée n'est pas détester la France. C'est refuser de confondre l'amour d'un pays avec la défense de ses angles morts. Une nation adulte est une nation qui peut regarder ce qu'elle a fait, sans s'effondrer, et sans se mentir. La troisième leçon touche au rôle de l'État. L'État doit ouvrir, pas fermer. Ouvrir les archives. Ouvrir l'école à la complexité, sans transformer l'histoire en tribunal moral. Ouvrir des espaces de commémoration qui n'écrasent pas une mémoire au profit d'une autre. Mais l'État ne doit pas devenir l'auteur de la vérité historique. Son rôle n'est pas d'écrire l'histoire. Son rôle est de garantir les conditions pour que l'histoire puisse être écrite librement, rigoureusement, et contradictoirement. La quatrième leçon concerne la société. Une mémoire commune ne se construit pas par un geste unique. Elle se construit par la rencontre. Par la capacité à écouter des récits qui dérangent. Et par une discipline collective. Ne pas confondre mémoire et preuve. Ne pas confondre émotion et argument. Ne pas confondre identité et vérité. Parce que dès qu'on confond ces choses, on ferme la discussion, et on ouvre la violence symbolique. La cinquième leçon est la plus concrète. Le passé reste inflammable tant que le présent reste inégal. On peut multiplier les discours, les cérémonies, les plaques, les journées, les mots. Mais si, au quotidien, certains se sentent toujours soupçonnés, discriminés, humiliés, alors la mémoire n'est pas une histoire ancienne. Elle devient une explication du monde. Et donc, une arme politique. Alors, quelle sortie par le haut? Ce n'est pas une formule magique. C'est un équilibre. Reconnaître sans se déchirer. Enseigner sans simplifier. Commémorer sans hiérarchiser les douleurs. Protéger la vérité sans la figer dans la loi. Et surtout, accepter que l'universel n'est pas un effacement. L'universel, s'il veut tenir, doit être capable d'intégrer les vies réelles, les fractures réelles, et les mémoires réelles. Parce qu'au fond, le conflit mémoriel en France n'est pas seulement un débat sur le passé. C'est une question posée au futur. Quel pays veut-on être? Un pays qui demande d'oublier pour appartenir. Ou un pays qui accepte de regarder, pour enfin partager. Et c'est peut-être là, la vraie promesse républicaine. Non pas l'unité par le silence, mais l'unité par la vérité, et par la capacité de vivre ensemble avec plusieurs histoires, sans transformer ces histoires en armes. Si tu veux, à partir de ce script, je peux maintenant faire deux choses. D'abord, proposer 3 titres français très HUT-clic de mes propres, alignés chroniques de France. Ensuite, quand tu me donnes le feu vert, je convertis tout le texte en prompt d'image, avec la règle. Chaque phrase égale une image autonome, style cartoon vector, sans texte, sans logo, sans référence avant ou après.